Mevlam sende feddu. Bienvenue au Sénat, dans cette salle, Clémenceau, où il se passe tant de choses, tant de débats. Très honoré de faire ce petit mot d'accueil. Ce ne sera pas un discours, parce que j'ai bien voulu parrainer ce colloque sur un thème tout à fait essentiel, dont on parle beaucoup, et justement, la façon dont parler, ceux qui maintenant s'en prévalent et l'utilisent dans l'espace public pour bien d'autres objectifs que ceux qui ont animé les combattants de la laïcité depuis tant d'années, doivent bien entendu nous dicter aujourd'hui de nous réunir, de discuter, de préciser, de confronter cette belle idée qui était un combat continu à la réalité. Et donc, quand M. Ben Bourriche est venu me voir pour me demander de parrainer ce colloque, je l'ai fait, bien entendu, parce que je sais ce que c'est que l'ACB, ce qu'est son combat. C'est depuis une trentaine d'années pour moi une proximité de combat, puisque c'est combat dans un quartier. Donc je sais que la nécessité d'agir, d'être dans le concret, est toujours présent pour cette association. Et ce qui m'a toujours étonné avec l'ACB, parce que c'est rare dans l'espace public français, c'est cette confrontation toujours entre l'action publique, l'action concrète, l'action au quotidien, dans une grande proximité, avec la culture au cœur, et pas la culture seulement pour faire la fête, même si c'est important, mais la qualité de la production culturelle, et puis la qualité de l'exigence intellectuelle, du débat d'idées, avec le livre, avec l'écrit, avec la confrontation, toujours au cœur, avec une haute exigence intellectuelle. Alors c'est très rare, et je veux le souligner, et ce combat, depuis 30 ans, dans le même quartier, puisque j'y habite depuis 30 ans, et que l'association est logée dans le 20e arrondissement, en tous les cas, c'est non seulement des joies dans des combats où nous avons gagné, obtenu des choses, des peines, parce que des fois nous avons perdu, mais aussi on a perdu des proches dans ces combats. Et c'est donc aussi de l'amitié. Et je veux le souligner en commençant et en ouvrant ce colloque. Je veux vous dire que le thème que vous choisissez, c'est ça intervient à un moment où la montée des extrémismes dans la société française, mais pas seulement, dans toute l'Europe, semble gagner beaucoup de conscience, ou alors l'inconscience de beaucoup d'acteurs de la vie publique permet dans une situation économique, sociale très complexe, mais pas seulement économique et sociale, car des pays qui n'ont pas les mêmes problèmes que la France, je pense à l'Autriche où il n'y a pas de chômage, je pense à la Norvège où le chômage est insignifiant, et où ces idéologies, ces extrémismes, ces nationalismes, ces politiques fondées sur la peur, et sur la peur de l'autre, et sur l'exclusion des autres, sont quand même là. Et donc c'est aussi et surtout pour moi un combat pour les valeurs qui doit être engagé aujourd'hui, où se nouent beaucoup des enjeux qui ont été ceux des militants de la laïcité depuis de nombreuses années. Parce que, je le disais tout à l'heure, quand les mots qui guident nos valeurs sont prises par ceux qui les combattent, et
ceux qui combattent ces valeurs utilisent ces mots pour les combattre. C'est la pire des censures et c'est la pire des difficultés pour pouvoir continuer à tracer ce qui est le fondement de ce combat. Nous avons en France la chance de nous asseoir sur... de nous appuyer, certains s'assoient dessus, de nous appuyer sur la République avec un ensemble de valeurs, liberté, égalité, fraternité, et un principe. Je ne dis pas que c'est une valeur, moi, je dis que c'est un principe qui permet justement l'application concrète, la réalité vivante de ces trois valeurs. Et je pense que c'est un ensemble de règles, c'est du droit aussi, mais pas seulement. Ce n'est pas une affaire de police ou de justice, comme disait notre ministre de l'Éducation. C'est d'abord une question d'éducation. Ce n'est pas un combat contre d'autres. C'est un combat pour que les uns et les autres puissent vivre ensemble. Et c'est ce qui a été détourné, notamment par ceux qui aujourd'hui, partis anti-républicains, partis anti-laïques, historiquement et dans la réalité de leur programme, de leurs actions, de leurs propos, de leur mot d'ordre dans l'espace public, combattent la laïcité et le font au nom de la laïcité. Alors, dans ces moments-là, l'affirmation des simples principes ne suffit pas. Et il faut, comme toujours la République l'a fait avec la laïcité, on l'oublie, le confronter à des réalités concrètes, quotidiennes dans l'espace public. Et ne pas tout mélanger. J'ai bien vu que, à chaque fois qu'une situation s'est posée, que ce soit par rapport à ce que l'on devait manger ou pas manger dans les écoles, par rapport à l'accompagnement scolaire, par rapport à la garde d'enfants dans les crèches, ou alors à la maison pour les nounous. On englobait tout cela. Or, chaque situation probablement nécessite des réponses guidées par les mêmes principes, mais en tous les cas avec beaucoup de clairvoyance, où l'objectif final n'est pas de mettre au banc un tel ou telle ou telle communauté, mais bien de faire que, à la table de la République, tout le monde soit assis et partage le même pain. Et donc, ce sont des réflexions. Je sais que c'est encore général ce que je dis et que vous allez approfondir tout cela et que ce n'est pas si simple. Mais en tous les cas, je veux vraiment insister en ouverture sur le fait que nous sommes confrontés à une situation politique, économique et sociale compliquée, mais dangereuse aussi, pas seulement compliquée, où beaucoup de choses probablement vont se nouer dans les mois et les années qui viennent, dans un sens ou dans l'autre. Et que c'est dans ces moments-là que nous devons, ceux qui sommes pour la République et pour la laïcité, c'est dans ces moments-là que nous devons être fermes, soudés, ne se laisser entraîner dans aucune démagogie. Aujourd'hui, l'essentiel de ce qui est véhiculé, c'est la peur de l'autre, la peur du monde, la peur des autres pays, des autres peuples, et cela dans chaque pays, et donc ça suscite même des peurs vis-à-vis de nous. Je disais il y a quelques jours dans un débat avec Marion Maréchal Le Pen qu'elle s'était rendue en Belgique à un rassemblement des nationalistes de l'extrême droite belge anti-française, elle qui se prétend défendre la nation française. Mais c'est cela, le nationalisme. C'est que dans chaque pays, les amis de ce type de courant politique veulent la guerre avec l'autre, désignent l'autre comme le bouc émissaire. Et que dans notre combat, il y a d'abord et toujours, il doit y avoir d'abord et toujours la volonté, in fine, de convaincre, de rassembler et pas d'exclure.
Aujourd'hui, on voit bien qu'après 2 siècles de combats, de tensions, ça ne s'est jamais fait simplement pour d'abord se séparer de l'Église, de faire en sorte que la religion dominante n'impose pas sa religion dans l'espace public et que le rassemblement se fasse sur la citoyenneté, sur l'adhésion à des valeurs, sur l'adhésion à un pacte commun qui est d'abord un pacte social pour vivre ensemble, eh bien, nous sommes souvent pris en étau entre ceux qui voudraient imposer dans l'espace public à nouveau, au nom de la liberté religieuse, une religion ou des religions, et nous ne croyons pas que le combat par rapport à la religion dominante est derrière nous, parce que nous l'avons vu, y compris sur le mariage homosexuel, comment ils sont ressortis du bois, y compris à côté du Sénat, là, faisaient des prières de rue régulièrement. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau qui est que pour résister à ce type d'offensive politique, pour envahir tout l'espace public avec la religion et ou au nom de la liberté religieuse, nier la nécessité de respecter ces libertés religieuses et surtout résister au fait de désigner telle ou telle religion ou tel individu citoyen appartenant ou croyant à telle religion comme l'ennemi de la République, comme c'est aujourd'hui en train d'être fait à travers tout un tas d'actes, pas seulement du parti anti-républicain, mais de ceux qui ont toujours été, quelles que soient les divergences avec mon parti politique, en tous les cas, dans l'espace républicain. On voit que tous les thèmes qui mettent sur la table sont des thèmes pour exclure et pour désigner comme l'adversaire dans notre société, disons-le, les musulmans. Et voilà, je veux juste finir en vous disant encore une fois que ce type de débat, ce type de colloque nous permet le discernement. Et c'est d'abord ça, la laïcité. C'est cette capacité à faire appel à la liberté de l'individu, à sa liberté de choix, à ce qu'il puisse, en toutes circonstances, dans sa famille, dans son espace, dans sa communauté d'origine, pouvoir être libre. C'est important en particulier pour les femmes et nous savons donc pourquoi ce combat a été et encore un combat pour l'égalité entre les citoyens, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Voilà, peut-être de façon décousue, mais je pense que j'ai évoqué par petites touches, bien entendu, les sujets que vous allez aborder cet après-midi, et j'ai confiance dans le fait que la qualité de vos intervenants, l'expérience de vos combats vont faire que ce colloque apporte beaucoup à ce combat commun que nous avons. Merci. C'est à Madame la ministre Georges Paul-Ange, ministre déléguée à la réussite scolaire. Merci. Éducative. Éducative, oui, à la réussite éducative. Eh bien voilà, effectivement, chers amis, j'étais très intéressée par le sujet de votre colloque. Et je me suis dit que j'allais vraiment en profiter pour venir vous écouter. Parce que nous savons tous à la fois que la laïcité est un principe fondateur de la République et que par conséquent, nous y sommes tous très attachés. Et en même temps, nous voyons bien que depuis quelque temps, il y a une forme d'offensive qui fait que certains, comme le disait David, invoquent ce principe, en parlent, mais avec une arrière-pensée évidente qui est d'exclure une partie du peuple de ce pays.
et en quelque sorte de le montrer du doigt. Par conséquent, ce que vous avez à dire sur ce sujet me semble essentiel. Nous tous, nous sommes convaincus de ce que la laïcité est quelque chose qui doit nous permettre justement de vivre ensemble. Si la laïcité devient quelque chose qui permet d'exclure les uns et les autres, et parfois de dénoncer de manière répétitive les uns ou les autres, alors on se dit qu'en quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Et lorsque nous avons, avec Vincent Peillon, tenu à ce que la charte de la laïcité soit affichée dans les écoles, c'était bien évidemment pour rappeler un certain nombre de principes fondateurs de notre société. Rappeler, par exemple, que l'école est un lieu où on vient pour étudier, donc où toutes les matières sont soumises à un examen critique, et rappeler que, par exemple, il n'y a pas de matière qui soit a priori exclue de l'examen à l'école. Bon, dire qu'effectivement, ce qu'on souhaite, c'est que dans les écoles, les enfants se sentent libres d'apprendre, que les enfants puissent venir apprendre ensemble et que nous puissions, dans les écoles, partager et enseigner les valeurs qui fondent la République. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons aussi parallèlement ce rapport sur la morale laïque qui, en se fondant sur les principes, la Déclaration des droits de l'homme, la charte, notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, essaye de poser et de clarifier les principes fondateurs qui nous permettent de vivre ensemble. Mais justement, si, à un moment ou à un autre, cette charte peut être perçue par un certain nombre d'élèves et de jeunes de ce pays comme quelque chose qui vise à les exclure, eh bien, je me dis qu'en quelque part, on ne s'est pas bien fait comprendre et que par conséquent, il faut que nous arrivions à bien à écouter et à dialoguer avec ces jeunes pour leur dire qu'il est hors de question que l'application de la charte de la laïcité ou les cours sur la morale laïque puissent servir de base à des attitudes qui soient des attitudes d'exclusion. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu subtil à faire, mais c'est essentiel pour la cohésion sociale de notre pays. Parce qu'il faut que nous arrivions à faire comprendre à tout le monde, et notamment aux plus jeunes, que lorsqu'on énonce un certain nombre de principes, que par exemple, toutes les religions, on a le droit d'avoir la religion qu'on veut, ou de ne pas avoir de religion, d'ailleurs, c'est absolument permis, mais que par conséquent, la vision d'une religion ne doit pas s'imposer aux gens qui ne partagent pas la même religion. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, comme David le disait, même si je suis plutôt de culture catholique, la position de l'Église catholique qui voulait imposer aux autres sa manière de voir le monde et sa morale personnelle ne nous semblait pas juste dans une société laïque, puisque précisément, nous avons, à travers la morale laïque, à avoir des ponts, à avoir des points communs permettant aux uns et aux autres de vivre ensemble, quel que soit ce que dans leur fort intérieur, dans leur intimité, ils peuvent penser. Donc, ce n'est pas forcément simple, parce que je suis consciente qu'aujourd'hui, notamment parce que pour beaucoup des jeunes, pour beaucoup des populations un peu défavorisées, l'espoir d'une vie meilleure ne passe plus toujours par la vie de la cité, ne passe plus toujours par l'action des hommes politiques. Donc, l'espoir d'une vie meilleure s'est reporté souvent sur la religion et malheureusement, nous pensons que ce n'est pas toujours totalement à bon escient. Nous avons envie, ne serait-ce que parce que nous exerçons des responsabilités politiques, nous avons envie que la vie meilleure, eh bien, elle soit amenée par l'action politique. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de nos concitoyens, ce n'est pas tout à fait le cas et ils perdent en action citoyenne, en tout cas en envie d'action citoyenne, ce qu'ils gagnent en quelque sorte en se réfugiant dans un espoir religieux. Donc voilà, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est d'abord de vous redire que la laïcité est une valeur essentielle dans notre pays. C'est une valeur qui est une valeur de paix. La laïcité, on l'a rappelé, a été mise au premier plan dans ce pays, précisément pour arrêter les bagarres perpétuelles entre les catholiques qui tuaient les protestants qui se vengeaient des catholiques, ensuite les uns et les autres qui essayaient d'exterminer les juifs. À un moment donné, on s'est dit, ce n'est pas possible, mettons simplement des valeurs communes
qui seront respectées, qui seront les valeurs de la République, qui seront respectées par tout le monde et qui protégeront tout le monde. Par conséquent, pour nous, c'est important, mais c'est important aussi de trouver dans l'application, dans la manière de faire vivre cette laïcité, de permettre aussi que ce soit dans une société tolérante, une société de fraternité. Et il est vrai que ce n'est pas toujours facile. Donc, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt ce que vous allez nous dire, comment nous allons faire pour que dorénavant, nous puissions garantir la paix et la fraternité de notre société, tout en garantissant aux uns et aux autres leur droit à croire à une société, à un avenir, à meilleur ou à une transcendance, puisque au fond, c'est le problème et au fond, ça concerne chacun d'entre nous dans son intimité. Voilà, et je voudrais aussi redire et rappeler que pour nous, le fait d'affirmer la laïcité ne nous dédouane pas de la nécessité absolue de lutter contre les discriminations. Nous savons bien que si un certain nombre de jeunes de ce pays ou de gens de ce pays se retournent contre un avenir meilleur, une transcendance meilleure, c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas toujours le sentiment d'être pris en considération, d'être à égalité totale de droit dans la cité. Et par conséquent, je pense aussi que si nous affirmons fortement l'importance de la laïcité, eh bien, cela va de pair avec la lutte pour l'égalité des uns et des autres, avec la lutte contre les discriminations. Par conséquent, faire vivre la laïcité, c'est affirmer des principes, sans doute, mais c'est aussi une pratique pour faire respecter l'aspiration à l'égalité de tous. Et en cela, me semble-t-il, c'est vraiment aujourd'hui une des luttes essentielles pour permettre à notre démocratie de vivre et de respecter les uns et les autres. Voilà. Merci Madame la Ministre. Avant de commencer les travaux et d'ouvrir les travaux de notre première table ronde, je voudrais remercier l'ensemble du public qui est là et qui est venu nombreux et qui a répondu présent à notre colloque. Malheureusement, en raison du temps, nous sommes contraints de déroger à la règle du débat avec le public. Cependant, comme les actes de ce colloque seront publiés, si des personnes souhaitent réagir, nous reprendrons leurs réactions dans les actes du colloque lorsqu'ils seront édités. Donc vous avez dans les plaquettes qui vous ont été remises les coordonnées de l'Association de culture berbère. Nous souhaitons, au cours de ce colloque La laïcité en actes, entendre l'expérience de celles et ceux qui au quotidien sont des acteurs et des actrices dans leur vie de militants ou de militantes, d'élus, de responsables associatifs, mais aussi de citoyennes et de citoyens. Défendre la laïcité, défendre le principe laïque, nous le voulons. Mais quels outils avons-nous pour éviter que la liberté religieuse prime sur les droits et les devoirs des citoyens? Quels engagements devons-nous prendre en tant qu'élus, acteurs ou actrices associatifs, institutionnels, pour faire vivre la laïcité aujourd'hui? Les intervenants et les intervenantes de cette table ronde aujourd'hui vont répondre à ces deux questions. Mais tout d'abord, je donnerai la parole à Areski Metref, qui anime à l'ACB la rubrique « Ouvrir les guillemets » et qui aussi en est le directeur culturel. Et je voudrais lui poser cette première question. Quelle légitimité a l'ACB pour organiser un colloque autour de la laïcité et de la laïcité en actes? Merci Souad. Merci. Alors, effectivement, en quoi l'ACB est-elle légitime pour organiser un tel colloque? On peut se poser la question. Je vais tenter d'y répondre très simplement. Mais avant, je voudrais faire une petite mise au point en guise d'introduction. Je voudrais dire que notre réflexion à l'ACB et notre pratique de la laïcité concerne évidemment la séparation nécessaire de l'espace public et de l'espace privé quant aux dogmes religieux. Cette laïcité, ça a été dit, n'est en aucun cas tournée contre l'islam. Si nous insistons sur l'islamisme comme mouvement politique prenant l'islam en otage, c'est qu'à la satisfaction du Front National et d'autres forces de l'exclusion. Il attente malheureusement à la laïcité, en tout cas dans notre espace social et culturel immédiat. Ceci dit, je vais essayer de répondre à la question quelle légitimité effectivement
effectivement pour l'ACB. Je crois que quiconque croit en la laïcité se bat pour elle devient ipso facto légitime pour organiser une telle rencontre. Cette légitimité vient de l'enjeu lui-même, mais il n'y a pas que cette légitimité-là. Il y a aussi une autre, celle qui nous fonde pour organiser une telle rencontre. En 34 ans d'existence maintenant, l'ACB a en permanence initié des rencontres, des initiatives, a organisé plein de choses, d'actions de magnitude très différentes sur la question de la laïcité. Je voudrais en rappeler quelques-unes. Par exemple, au printemps de 2005, sur la lancée de la loi de 2004 sur le voile, nous avions organisé un grand colloque avec la mairie du 20e, mais pas seulement, d'autres manifestations ont été organisées, des textes, articles, contributions sont parus dans les publications de l'ACB, mais pas seulement. Par exemple, on a participé à ce débat dans des tribunes dans Libération et Le Monde. L'association a également réagi au débat national donc, sur le voile par des conférences, etc. Et puis nous avons réagi aussi à un moment donné, à l'époque, à l'homologation de Tariq Ramadan comme représentant exclusif de toute l'immigration auprès des médias et de l'opinion publique. Puis nous avons organisé aussi des manifestations connexes à la laïcité, par exemple sur la nécessité d'abroger le code de la famille en Algérie, qui a un impact direct sur les familles algériennes, d'origine algérienne qui vivent en France, sur l'égalité homme-femme, sur les mariages forcés en France, sur les jeunes des banlieues, des quartiers populaires, qui sont, on peut l'observer aujourd'hui, en jeu de cette laïcité. Sans compter tout cela, sans compter l'action pédagogique en faveur de la laïcité déployée du coup au quotidien avec les jeunes quartiers, les adhérents de l'ACB, les enfants qui fréquentent le soutien scolaire. Cette action au quotidien n'est pas ostensible, n'est pas quantifiable, mais elle est utile, on s'en est rendu compte, et indispensable. Bref, depuis sa création, donc, l'ACB a intégré la laïcité comme élément consubstantiel à la citoyenneté. L'ACB qui a engrangé une bonne expérience en matière de défense et qui avait déjà engrangé une bonne expérience en matière de défense et de promotion de la laïcité, en combattant déjà les ségrégations, le racisme, la stigmatisation, et en promouvant l'égalité des droits et des devoirs. Puis, au milieu des années 90, nos rangs ont été renforcés par la venue de démocrates algériens qui ont dû quitter l'Algérie confrontés à la violence politique et au péril de l'assassinat du fait de leur combat justement pour la laïcité dans le contexte algérien qui était assez globalement acquis à l'islamisation. Déjà donc avant même de venir, ces militants luttaient au péril de leur vie pour être définis non point par leur religion mais par des valeurs républicaines. Et c'est avec eux qu'on était très étonnés à l'époque de constater que ce qu'ils avaient fui en Algérie, malheureusement, risquait de les rattraper en France. Et nous étions surpris au milieu des années 90 de constater que les islamistes qui avaient eux aussi quitté l'Algérie pour d'autres raisons obtenaient un permis de séjour refusé alors à bon nombre de laïcs. Ce point, évidemment, peut paraître loin de la laïcité, mais nous sommes convaincus quand même que les facilitations des séjours d'islamistes à l'époque, au nom du droit d'asile, ont contribué au prosélytisme et à la propagande islamiste dans les banlieues. Alors, par un certain nombre de glissements qu'on allait observer, nous nous sommes retrouvés, nous qui voulions, encore une fois, nous définir d'abord par la citoyenneté, otage d'une sorte de prescription originelle qui nous assignait le territoire de l'islam comme identité. Cette insertion entre deux mâchoires de l'étau provient de la montée symétrique de l'islamisme comme mode de subversion de la société française en crise et de son contraire complémentaire, l'extrême droite, qui autant que les islamistes instrumentalisent l'islam, instrumentalise, elle, la laïcité comme arme contre les musulmans, sous-titrage contre les immigrés de façon générale.
La montée de l'islamisme est toujours pour l'extrême droite une aubaine. Le développement symétrique de ses contraires obéit au clash des civilisations, on le sait, de Samuel Huntington, l'un nourrissant l'autre. Entre ces deux mâchoires, nous nous voulons à l'ACB les héritiers à la fois des luttes, de toutes les luttes pour la laïcité en France, mais aussi de la laïcité primitive berbère et des principes portés par les beurs des années 80. Je vais essayer de revenir très rapidement sur chacun de ces points. La lutte pour la laïcité en France, cette lutte qui se décline depuis 1790, passe par différentes étapes, différentes dates, pour aboutir dans les années 80-90 et jusqu'à nos jours aux questions actuelles du voile, de la burqa, de l'islamisme, etc. Et nous faisons toute cette lutte pour une laïcité qui soit à la fois une philosophie, un effet de droit et un principe politique, une philosophie qui s'appuie sur les Lumières, l'idée de progrès et la promotion d'une éthique qui ne soit pas ancrée dans le religieux. Un effet de droit qui se traduit en principe juridique, un ensemble de lois appliquées, et un principe politique consacrant la force de l'État souverain, incarnation du corps politique de la nation et assurant l'architecture du vivre ensemble. Alors, deuxième point, la laïcité primitive berbère. Beaucoup d'entre nous sont marqués dans leur construction de citoyens, entre autres par cette forme de laïcité primitive ou ancestrale qui assure un fonctionnement différencié entre, d'un côté, Tajmat, l'assemblée de la petite république villageoise qui gère les affaires de la cité, et le Jama', la mosquée qui, elle, est confinée dans les rites religieux. Je rappelle ce petit point juste pour introduire un peu de nuance anthropologique dans cette image indifférenciée que l'on pourrait avoir de l'immigration, d'où proviennent quelques-uns d'entre nous, vue en général comme une masse indistincte de musulmans plus ou moins fanatiques. Alors, c'est peut-être là que, revenant à la question de la laïcité aujourd'hui, il faut constater que la grande masse de ces musulmans sociologiques, j'emprunte cette expression à Maxime Rodinson, émancipés de la pratique de la religion sécularisée, ces musulmans donc ont élaboré, et là je cite un auteur qui s'appelle Olivier Roy, ont élaboré leur laïcité personnelle et sont bien installés dans la société française, ignorant ce débat jusqu'au jour parfois où on leur renvoie à la figure une appartenance qu'ils n'ont jamais vécue comme conflictuelle ou exclusive. Le troisième point, c'est la marche des beurs des années 80 sur laquelle nous nous appuyons aussi. Nous nous voulons donc les héritiers de cette marche des beurs de 83 dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire, qui sont sortis des banlieues revendiquer le discours dominant sur leur intégration au lieu de défendre une différence. Comme eux, nous nous voulons antiracistes. Comme eux, nous refusons toute marque d'altérité et encore moins les stigmates. Comme eux, nous refusons le communautarisme. Comme eux, nous ne faisons pas référence à l'islam, mais aux principes républicains d'égalité juridique, sociale, surtout sociale. Parce que nous sommes convaincus que l'arrière-fond de ce débat sur la laïcité demeure la question sociale qui laisse des pans entiers des territoires de la République dans le sous-développement économique et social. Ce facteur de frustration sociale offre, nous en sommes convaincus, un refuge identitaire dans lequel vient puiser l'islamisme. Alors, nos modestes efforts de pédagogie de la laïcité ne sont pas uniquement sapés, malheureusement, par les forces religieuses ou par les forces de l'extrême droite. Ils sont aussi sapés parfois, peut-être involontairement, par des instances politiques, des élus, des intellectuels qui considèrent que, parce qu'une poignée d'islamistes fondent du Ramdam en France, que tout dialogue avec les représentants de l'immigration doit passer par des associations ou des personnalités religieuses. Cette démarche conforte cette fausse équation selon laquelle immigré égale musulman et présuppose que la communauté immigrée est enfermée dans l'islam et qu'elle est de ce fait exclusive de toute autre appartenance. En pensant cela, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, les politiques laïques empruntent en fait aux islamistes leur propre définition. Alors j'aimerais que les politiques nous entendent à partir d'ici. Tous les immigrés ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas islamistes.
De toute façon, la laïcité veut que l'on nous parle et que l'on nous écoute dans ce qui nous constitue en tant que citoyens et non en tant qu'appartenant à une religion. Étant au premier rang, donc, comme ça a été dit, dans un quartier populaire Belleville-Ménilmontant et avec un public multiculturel, nous mesurons jour après jour le recul de la laïcité dans les esprits et dans les actes. Et nous ressentons de ce fait le besoin d'acquérir des instruments pour faire face à des situations inédites, notamment avec les enfants. Je pense en particulier à la remise en cause de plus en plus fréquente de l'explication scientifique de l'origine du monde et de l'homme par des élèves influencés par une conception religieuse de ces origines. Je voudrais raconter juste une petite anecdote. Nous avions reçu un auteur algérien, Mohamed Benchikou, pour un roman qui s'intitule Le mensonge de Dieu. Eh bien, des enfants de notre association qui fréquentent donc les cours de rattrapage scolaire ont protesté auprès des animateurs en disant que Dieu ne ment pas et qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un recul par rapport à ça. Alors nous avons souvent eu affaire à ce type de situation que nous avons appris à gérer essentiellement avec deux outils. Le premier outil, c'est la parole quand les conditions s'y prêtent. Et le deuxième outil, c'est les règlements quand c'est nécessaire. Et notamment des choses comme les chartes de laïcité, etc. Mais ce travail de patience, de très grande patience, peut être dévalué d'un coup lorsque, après avoir expliqué à des enfants le rapport entre la sphère privée dans laquelle se trouve la religion et la sphère publique où se réalise le vivre ensemble, des politiques offrent à voir à ces mêmes enfants que leurs interlocuteurs sont des associations religieuses. La lutte pour la laïcité doit aussi passer donc par la promotion d'interlocuteurs laïques chez les politiques. Pour conclure, je dirais que du pléthorique catalogue des définitions de la laïcité, je retiendrai celle-ci en particulier, celle que nous essayons de mettre en pratique dans notre association, liberté citoyenne par rapport aux dogmes religieux et au socle communautaire, et puis égalité, en particulier égalité homme-femme. Je vous remercie. Merci Areski d'avoir répondu à ces deux premières questions et avoir donc présenté la légitimité de l'ACB à tenir ce colloque aujourd'hui dans ce lieu où Clémenceau avait dit quelque chose de très important. En étant dans la salle Clémenceau, ça m'a fait penser à ce que disait Clémenceau lors de la loi 1905 et où il avait rappelé que justement, lorsque les religieux tentaient de créer des débordements du fait de l'institution religieuse au sein de l'école, il avait rappelé que l'éducation était là et qu'il ne pouvait se permettre des débordements qui empêcheraient l'émancipation humaine et l'émancipation des citoyens et des citoyennes. Et c'est justement au tour de Hanifa Chérifi de prendre la parole. Alors Hanifa Chérifi, elle est inspectrice générale de l'éducation nationale et elle est anciennement membre de la commission Stasi sur la laïcité. Hanifa Chérifi est une habituée de l'ACB puisqu'elle a été invitée à différents colloques et à différentes conférences, puisqu'elle avait été invitée en 2003 sur son livre « Nous sommes tous des immigrés ». Et elle nous expliquait déjà que les principales victimes du voile étaient les jeunes filles elles-mêmes, et qu'aujourd'hui, le rapport Stasi qui avait été remis, au moment où le rapport Stasi avait été remis, elle confirme que seule une loi votée par le Parlement peut les protéger. Hanifa, aujourd'hui, sur ces deux questions que nous posons, justement, nous en avions un peu discuté, et à travers ce colloque et la laïcité en acte, il n'est pas question pour nous de refaire un historique de la laïcité, mais justement de répondre à ces questions, et à cette question principalement qui t'intéresse, c'est comment cet engagement peut se concrétiser pour faire avancer la question de la laïcité, cette question sociétale qui ne peut être reléguée dans un tiroir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Sénateur, bonjour Monsieur le Président de l'Association de culture berbère, il vient de sortir. Merci à Beben de m'avoir invité pour participer à cet événement que je considère comme un événement marquant. C'est un événement marquant
parce que tout à l'heure, la question avait été posée de qu'est-ce que fait l'ACB, qu'est-ce qui justifie que l'ACB s'intéresse à ce sujet. Bien, moi, j'ai une réponse. Je crois, moi, que ce qui justifie que l'ACB s'empare d'un sujet comme celui-là, c'est parce que, justement, elle appartient au tissu associatif. Voilà. Et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'implication, l'entrée dans le débat du tissu associatif. Nous avons, pendant trop longtemps, tout à l'heure, on avait parlé de s'asseoir, mais nous, on avait réquisitionné la laïcité au sein de l'institution scolaire. On l'avait réquisitionné parce que c'était là que les problèmes se posaient. Mais je crois que si on regarde justement les événements historiquement, ce qui s'est produit depuis quelques années, c'est-à-dire depuis à peu près 1989, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas depuis 1989, le débat autour de la laïcité s'est focalisé sur l'école, exclusivement sur l'école, pendant 15 ans. Bon, d'abord parce que c'est là que tous les élèves sont reçus, accueillis, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, que c'est un peu normal que ça se passe là. J'y reviendrai. Ce qui est important aujourd'hui, 10 ans après la loi, 10 ans après la commission Stasi, la loi est arrivée après, 10 ans après le rapport de la commission Stasi, qu'une association comme l'ACB, une association qui travaille sur le quartier populaire, qui a effectivement une expérience, une ancienneté, s'empare de ce sujet. Cela veut dire que c'est la société civile qui s'empare de ce sujet. Ça veut dire que tous les segments de la société aujourd'hui ne laissent pas, ni les partis politiques, justement, comme vous l'aviez rappelé tout à l'heure, ne laissent pas les partis politiques seuls avec ce sujet, ne laissent pas l'école seule avec ce sujet. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le plus grand progrès du débat sur ce principe de laïcité. Pour moi, c'est un progrès. Un autre progrès que je soulignerai, par rapport, évidemment, parce que moi, j'ai une certaine expérience de ces sujets, peut-être trop d'expérience, on n'a pas assez de recul quand on est un peu trop impliqué, c'est que récemment, Madame la Ministre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au sein de l'institution scolaire pour justement faire partager ce principe de laïcité. Alors, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, la charte de la laïcité qui vient d'être affichée, donnée dans les établissements scolaires avec tout un débat, avec un accompagnement pédagogique. Il ne faut pas l'oublier, au niveau politique, décision du président de la République d'installer l'Observatoire de la laïcité, que je crois qu'Alain représente ici. Il y a également un rapport qui a été remis au ministre en avril dernier sur l'enseignement laïque de la morale, qui a été rédigé par un conseiller d'État, un philosophe et un inspecteur général. Une philosophe et un inspecteur général. Bien tout ça, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes armés. On ne peut pas être plus armé qu'aujourd'hui pour faire vivre la laïcité, pour débattre ensemble, parce que la laïcité exige le débat argumenté. Eh bien, on a un certain nombre de textes de référence, hormis évidemment les textes que nous avions déjà sur la loi de 1905, sur les différents textes à la fois juridiques et les chartes. Donc, je crois que ça, c'est un élément fondamental. Je voudrais continuer aussi comment je ressens la participation de l'ACB. Pour moi, en intervenant dans le débat sur la laïcité, non seulement l'ACB s'implique elle-même en tant qu'association issue d'immigration, mais elle implique la dimension immigrée, la composante nationale d'origine immigrée, elle l'implique dans le débat. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu beaucoup. Et on le lui a reproché. On a reproché à cette composante de la nation de ne pas s'impliquer
Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Areski, justement, puisque on a pu penser que, comme un seul homme, on était tous prêts à suivre et Tarek Ramadan et ses compères. Et donc, il y a quand même cette dimension qui est importante. Et là, je trouve que c'est un acte inaugural. Voilà. Et il faut le poser comme tel. C'est un acte inaugural. Et donc, moi, je considère que c'est ce qui a fait que j'ai répondu à cette invitation. Parce que j'ai été invitée dans bien des endroits, souvent par des associations de femmes, rarement par des associations, et pourtant j'ai une longévité sur ce dossier, rarement par des associations issues de l'immigration. Donc, je m'en réjouis. Je disais donc, je sais aussi, hein, je crois qu'il faut respecter les choses, je sais que l'ACB n'a pas la prétention de parler au nom de toutes les composantes de l'immigration représentée en France, mais elle parle au nom du tissu associatif berbère, au moins, qui est représenté ici, et avec des associations venues de différents coins de France. Je signale aussi, de mon point de vue, donc une double caractéristique qui m'intéresse dans son entrée dans ce débat. D'une part, la longévité qui a été rappelée. C'est une association qui travaille et qui œuvre depuis plus de 30 ans au service des populations des quartiers populaires du 20e arrondissement. Mais il y a une autre ancienneté que l'on ne connaît pas, qui n'est pas liée directement à l'ACB. L'ACB en est la conséquence. C'est l'ancienneté sur le territoire national de la population originaire d'Algérie, dont l'ACB tire le nom. Le sociologue Abdelmalek Sayad dit de l'immigration algérienne qu'elle est la première immigration provenant des pays ex-colonisés. Il faut bien garder cela parce qu'on ne connaît pas, comme dirait Dominique Schnapper, la France est un pays d'immigration qui s'ignore et qui continue de s'ignorer. Savoir que dans cette diversité de la composition de l'immigration, il y a un ordre d'arrivée. Cela permet de mieux saisir les choses. L'ordre d'arrivée, c'est l'ancienneté sur un territoire. C'est les enjeux, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour cette immigration qui est pourtant la première et qui est arrivée il y a plus d'un siècle. Et bien donc, l'ACB représente d'une certaine manière cette population. Je disais donc, Abdelmalek Sayad, pour revenir à lui, qui est quand même le sociologue, je vous invite à lire ceux qui n'ont pas lu Sayad, qui a énormément réfléchi sur la question de l'identité, sur la question de la citoyenneté, sur la question de la nationalité, sur les rapports entre les... il y a une phrase de lui que j'aime beaucoup aussi qui dit « Il n'y a pas d'immigration sans émigration ». C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on vient, et pas seulement ceux qui sont concernés, mais les politiques publiques doivent identifier d'où viennent les gens s'ils veulent réussir leur processus d'intégration. On n'intègre pas les gens qu'on ne connaît pas. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je ne vais pas dire ce qu'on dit beaucoup autour de l'intégration, mais si l'état aujourd'hui de la jeunesse issue de l'immigration est relativement désastreux, si des conflits, si des tensions existent, c'est beaucoup, parce qu'on n'a pas pris le temps en France de connaître, et je dis bien connaître dans le détail, parce qu'on ne connaît bien que dans le détail les populations qui sont sur son territoire. Je tenais à faire cette remarque parce que cela me tient beaucoup à cœur depuis des années. Je connais relativement l'immigration algérienne, j'appartiens à cette immigration, et je trouve qu'il y a une méconnaissance phénoménale. Phénoménale. C'est comme si un immigré se mettait à confondre en France, sous prétexte qu'on est européen, un Allemand, un Anglais, un Français, peu importe, un Européen. Mais non, les différences, et il faut les connaître. Je disais donc que, pour moi, Abdelmalek Sayad a précisé ce qu'était cette immigration algérienne, et il a dit cette immigration a été provoquée par la colonisation elle-même, dès le début du processus colonial, et elle est singulière. Cette immigration est singulière, elle n'est pas tout à fait comme les autres, du fait de son origine
liée à une situation coloniale et du fait que c'est la première immigration issue des colonies. Avant, toutes les immigrations qui avaient précédé l'immigration algérienne étaient des immigrations européennes qui n'avaient pas connu cette situation coloniale. Donc c'est une immigration singulière. Mais en même temps, c'est une immigration exemplaire. C'est une immigration exemplaire, c'est-à-dire identique à toutes les autres immigrations qui l'ont précédée comme celles qui la suivront. L'immigration, c'est l'industrie des pauvres, dit Eugène Weber, un sociologue américain qui s'est intéressé au monde rural français et à son exode au moment de la modernisation de la France au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Évoquant l'immigration, puisque nous y sommes, je voudrais revenir rapidement sur les rapports laïcité et religion. Pour souligner les changements positifs, je le répète, je l'avais dit tout à l'heure, de mon point de vue, parce que j'ai vécu les périodes les plus difficiles dans ce rapport entre laïcité et religion. De mon point de vue, des changements de mentalité s'opèrent, donc je ne serai pas aussi catastrophée par rapport au discours du Front National. Ce qu'on a connu dans les années 90-2000 n'a strictement rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. Le discours de Marine Le Pen, c'est un discours banal de l'extrême droite. Ce qu'on a vécu dans les années 90-2000, c'était le risque de l'éclatement de la société française, de l'éclatement de son école, à cause d'un entrisme du religieux. Le problème, c'est que cet entrisme est arrivé par des, je ne dirais pas des têtes blondes, mais c'est bien l'image que je veux avoir. Et donc, c'est arrivé par des jeunes filles, par des personnes relativement innocentes. Et donc, c'était facile, effectivement, de manipuler. Et donc, ça n'a rien à voir. Et je considère, moi, que nous sommes dans une situation de progrès par rapport à ce débat sur la laïcité. Il faut le voir comme tel, il faut savoir d'où nous venons. Donc, j'espère que je suis claire, parce que je passe de mon texte à autre chose. Bien, je termine, on me dit qu'il faut que j'arrête. Je disais donc, je vais dire rapidement, 10 ans après la remise du rapport, on se souvient ce que ça s'était déroulé ici. Il y avait un climat houleux, avec des caméras du monde entier qui étaient très curieux de la laïcité à la française. Alors, on me dit qu'il faut que je conclue. Je vais quelques pages, mais je sais, j'ai effectivement parlé plus que je n'ai lu. Bien, ce que je voudrais simplement vous dire, puisque je dois conclure, c'est qu'aujourd'hui, nous entrons dans une période nouvelle et qu'il ne faut pas rater cette entrée. Nous entrons dans une période nouvelle qu'il ne faut absolument pas rater, c'est-à-dire la prise de parole, c'est-à-dire la prise de responsabilité des associations, parce que vous avez la légitimité à prendre complètement ce sujet en main et à ne pas vous laisser dessaisir de ce sujet, parce que c'est un sujet du vivre ensemble, et le vivre ensemble, ce n'est pas les politiques qui disent comment vous devez vivre ensemble. C'est à nous, c'est les citoyens qui décident comment vivre ensemble. Donc, la société civile doit s'emparer de ces sujets. En ce qui concerne l'engagement, puisque c'était un sujet qui m'intéressait, que dire de plus que ce qu'a dit Areski tout à l'heure en énumérant depuis 30 ans tout ce que fait l'ACB? Eh bien, j'allais dire, Bébène, les membres de l'ACB, mais continuez à faire comme M. Jourdain, c'est-à-dire à faire de la laïcité sans vous en rendre compte, parce que vous en faites tous les jours, parce que dans l'organisation de vos activités, parce que dans l'organisation des actions, parce que dans ce rapport entre des militants intellectuels qui défendent les droits de l'homme et ce que fait l'ACB, je crois que les associations, et en particulier des associations comme l'ACB, qui sont des associations laïques, qui sont des associations qui sont ancrées dans les quartiers, sont pour les politiques, et j'invite véritablement les politiques à ne pas regarder les associations temporairement, mais
à les considérer comme des partenaires à part entière. Parce que les associations issues de l'immigration qui ont des projets comme l'ACB se retrouvent finalement à l'interface de deux mondes. Et comme nous n'avons plus justement cette possibilité, fracture sociale, fracture économique, enfin tout ce que je ne vais pas énumérer, il n'y a pas de famille. Les immigrés sont là, pas toujours avec la famille grands-parents qui constitue justement finalement une ossature, une intégration un peu plus souple. Non, les gens sont là avec la cellule, je dirais, réduite au père, à la mère et aux enfants. Les associations ont un rôle considérable, aujourd'hui plus qu'hier. Et s'il y a effectivement des enjeux politiques, des risques politiques, c'est moins aujourd'hui les politiques qui peuvent prendre en charge le débat public que les associations. Donc je crois que votre engagement, votre action, vos actions, vous les avez démontrées. Je crois que, encore une fois, la laïcité en acte, la laïcité vécue, vous en êtes un exemple certain. Et voilà, je n'ai qu'à vous féliciter parce que je considère, moi, en tant que membre de l'institution scolaire, que si on avait des associations de culture berbère et des associations de culture de toute autre représentant l'ensemble du faisceau de l'immigration, eh bien, je crois qu'on n'en serait pas là. Voilà, je vous remercie. Merci Hanifa. Je vais donner la parole à Akli Melouli. Akli Melouli est adjoint à la mairie de Bonneuil-sur-Marne. Je sais qu'il appartient aussi au comité laïcité République, c'est bien ça? La Ligue de l'enseignement. Oui, et de la Ligue de l'enseignement. Et Ariski Melouli va intervenir sur... Akli, pourquoi Akli. Akli Melouli va intervenir sur la laïcité, une exigence républicaine de tous les instants. Mais Akli aussi, je te poserai cette même question. Lorsque l'on parle de la laïcité comme une exigence républicaine de tous les instants, est-ce que ce qu'il est important de voir, c'est comment ne pas faire cohabiter une société à deux vitesses? Mon avis, avec le temps qui nous est imparti, je ne sais pas si je pourrais développer sur la cohabitation d'une société à deux vitesses. Ça, c'est long, mais donc, écoutez, moi, merci. Je remercie l'ACB de m'avoir invité. C'est vrai que je viens toujours avec plaisir à l'ACB parce que, comme mon nom l'indique pas, je suis de culture berbère et assumé. Et donc, je crois que s'assumer, c'est pas le déni de l'autre. Et quand on parle de communautaire, souvent les gens font des confusions. On peut être dans une communauté sans forcément être dans le rejet et partager des valeurs universelles. Je crois que la communauté nous permet de nous construire et pour aller vers l'universel. La connaissance de soi est importante. Si on veut aller vers les autres et si on veut aimer les autres, il faut s'aimer soi pour commencer. Et ça me permet d'embrayer sur, puisque Hanifa a parlé d'Abdelmalek Sayad, et Abdelmalek Sayad, au-delà d'exister, de dire dans sa formule qu'exister, c'est exister en politique, ce qu'on a essayé de faire, il dit aussi que les gens se comportent différemment quand on est hôte ou quand on est effectivement fait partie de la famille. Et pendant longtemps, en France, on a été des hôtes, mais on n'a jamais fait partie de la famille. Et les questions de laïcité se sont posées à partir du moment où les gens ont commencé effectivement à être dans la démarche d'intégration. Parce que quand j'entendais des gens qui disaient « nous n'avons pas vocation à nous intégrer », nos parents, je le tiens à le rappeler, n'avaient pas vocation à nous intégrer, puisque quand ils étaient venus en France, c'est pour travailler avec ce mythe du retour. Et donc leur vocation n'était pas à prendre place dans la cité française, mais bien avec le retour. Nous sommes installés dans la cité française. Et donc à partir de là, la marche pour l'égalité, non pas la marche des beurs, mais qui est devenue tristement la marche des beurs, a ancrer cette vocation à nous installer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre intégration et injonction intégratrice. L'injonction intégratrice, c'est nier ce que nous sommes pour nous assimiler à je ne sais quoi. Beurre, margarine, choucroute garnie ou je ne sais. Et là, il y a un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train, effectivement, aujourd'hui, de payer justement cette injonction intégratrice qui fait que nous sommes dans le déni de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien sur le terrain. Moi, je ne suis pas en train de juger parce qu'il faut dépassionner les débats. Si on est dans la passion,
information, on n'a pas de vrai débat de fond. Moi, j'entends les jeunes qui sont victimes de discrimination, de stigmatisation, réelle ou supposée. C'est le sentiment qu'ils ont, et ce sont souvent des jeunes d'origine, entre guillemets, musulmane, puisqu'aujourd'hui, on les assigne à résidence musulmane, alors qu'ils sont effectivement divers et variés, non pratiquants. Moi-même, j'ai des débats avec certains, parce que comme je ne pratique pas, notamment pendant un an, de me dire, mais pourquoi on est dans la discussion? Je crois qu'il faut être ouvert à la discussion. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Et moi, bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai écrit, mais je vais vous dire en substance, moi, ce que je crois, j'étais de ceux qui, à l'époque, étaient ni voile, ni loi. Parce que je crois que l'arsenal juridique, aujourd'hui français, est capable d'être à l'œuvre et de sanctionner ceux qui sont dans l'irrespect du cadre républicain. La loi de 1905, elle dit quoi? C'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Je crois que chacun a le droit, et quand on dit dans l'espace public, mais la religion est dans l'espace public, les églises sont dans l'espace public, il faut qu'on arrête la démagogie et il faut faire attention aux confusions. Il faut savoir de quoi l'on parle. Et je vais venir après avec l'exemple de Baby Lou, qui est révélateur de la confusion des esprits et qui aujourd'hui peut être interprété comme une stigmatisation davantage. Si on veut effectivement mettre en œuvre le vivre ensemble, les principes de la laïcité, c'est justement dans la reconnaissance de l'autre. C'est pas le déni de religion, la laïcité, c'est justement les reconnaître toutes, mais n'en favoriser aucune. C'est ça les articles 1 et 2 qui sont essentiels. D'ailleurs, dans la 1905, le reste, c'est un peu aléatoire. Donc moi, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, il y a notre DGA dans la salle de la ville de Bonneuil, et on a aussi, parce que je suis en tant qu'élu, on a une vraie problématique, parce qu'il y a effectivement des excès de part et d'autre. Et donc on a des services qui ont du mal justement avec les revendications des uns et des autres. Nous, on a un vrai problème aujourd'hui, je peux l'exemple, mais c'est dans les cantines, c'est les maternelles. Il y a une revendication du halal dans les cantines, ce que l'on n'a pas. Et donc effectivement, aujourd'hui, on essaie d'expliquer aux gens que l'équilibre alimentaire est important, et que s'ils ne mangent pas et qu'il n'y a aucun... On a été même obligé, j'étais même obligé de m'intéresser au Coran parce que pour discuter, il faut savoir de quoi on parle, en leur expliquant que quand la santé est en danger, il n'y a plus de religion, faut basser. Donc on a de vraies difficultés, mais je crois qu'aussi, si nous en sommes là, c'est parce que nous avons, dans le débat, nous n'avons pas eu un débat apaisé et serein, nous avons exacerbé les identités. Et le problème des politiques, nous sommes responsables. Quand nous instrumentalisons les gens, quand on le fait ailleurs dans le monde, eh bien, on a une vraie responsabilité, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Donc je crois que, et puis quand on dit pourquoi l'association s'y intéresse, excusez-moi, mais quand on dit les politiques, moi je suis à la fois politique, militant associatif, citoyen, père de famille, donc il faut arrêter de cloisonner aussi la société, parce que quand on a des débats, on a l'impression qu'il y a des gens qui seraient bien pensants, qui pourraient penser, et comme disait Coluche, et d'autres qui ne le pourraient pas. On est tous capables de penser, excusez-moi, mais je ne suis ni supérieur à aucun d'entre vous. Je crois que dans le débat, la démocratie, c'est que une voix, un homme est une voix, une femme est une voix. Donc à partir de là, si nous-mêmes, nous pensons qu'il y aurait des gens qui seraient plus légitimes que d'autres à s'exprimer, on a un vrai problème de société. Et donc l'exemple de Baby Lou, parce que je sais que le temps tourne et je ne voudrais pas être trop long, c'est dommage parce que c'est un sens dans le débat, puisque moi je porte d'autres questions, mais l'exemple de Baby Lou, c'est assez intéressant. Je reprends parce qu'il faut avoir les éléments justes, c'est-à-dire que Baby Lou, quand ils ont saisi les prud'hommes, il faut savoir qu'ils avaient saisi sur la question de laïcité, parce que je ne sais pourquoi, ils se sont pris pour un service public. Et c'est une association de droit privé. Donc quand les prud'hommes, et oui, c'est là où il y a le débat, on va y venir, quand les prud'hommes ont donné raison à Baby Lou, ils leur ont donné raison sur un principe qui était de dire, et c'est vrai que s'ils l'avaient fait dans ce cadre-là, parce que la personne, quand elle est revenue de congé maternité, elle a dit qu'elle voulait mettre le voile. Et donc, pas mettre les voiles, hein, juste mettre le voile. Donc, ils ont estimé que le licenciement était justifié, mais pour pas les mêmes causes qui étaient revendiquées. C'est-à-dire pour les causes, c'était insubordination caractérisée et répétée. Et je suis syndicaliste, hein, je le dis au cas où, donc je sais sur le monde du code du travail. Donc, quand effectivement la personne n'a pas été d'accord avec ça, elle a saisi la cour d'appel de l'affaire, qui elle a confirmé le jugement des prud'hommes, puisque eux ils n'ont pas caractérisé la question de la laïcité, on est d'accord. Hein. Et ensuite, quand elle a saisi la Cour de cassation, qu'est-ce qu'a fait la Cour de cassation? Elle a pris le droit. Et donc, je lis parce que c'est important, il ne faut pas que les termes soient héroïques. Donc, elle a annulé le licenciement de la salariée parce qu'elle considère en effet que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Et donc pour la Cour de cassation, le principe de laïcité n'est pas un motif valable. Donc, pour valider ce licenciement. Donc, je vous donne un extrait de l'arrêt aussi. Attendu. Je peux... Non. Ouais. Bah, écoutez, alors, je vous donne un extrait de l'arrêt. Attendu que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public, qu'il ne peut dès lors être invoqué pour les privés de la protection que leur assure à disposition du Code du travail,
qu'il résulte des articles L 1121, 1, L 1132, etc. Bon, je vous passe tout ça, du Code du travail, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature. C'est ça important, parce que c'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tout le monde et pas à une catégorie de population. Par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante proportionnée au but recherché. C'est-à-dire que dans le cas du travail, vous pouvez, au niveau d'un règlement intérieur, interdire un certain nombre de choses pour des questions de sécurité, d'hygiène, etc. Mais vous ne pouvez pas le faire en fonction du client. C'est ça la différence quand on est dans l'intérêt général. Alors, effectivement, la CFDT, elle disait, quand elle a eu cet article-là, qu'effectivement, l'angle de la laïcité n'est pas une entrée pertinente partout et toujours. Parce qu'à faire ça, on arrive à l'effet inverse. On exacerbe et on stigmatise. Et donc, si on veut effectivement que la loi s'applique de façon, effectivement, ça pourrait être le cas pour discrimination syndicale, etc. Si on veut qu'elle s'applique, il faut que les choses soient bien qualifiées. Et Babylou, je m'en excuse de le dire, j'ai beaucoup de passion pour eux, je pourrais truc, mais ce n'est pas un service public. Ils n'ont pas cette vocation, personne les a désignés comme service public. Ce qui pose aussi un problème sur les services à la petite enfance, plus globalement. Et pour être service public, il faut avoir une délégation de service public, ce qu'ils n'ont pas. Une association ne peut pas s'octroyer. C'est pas parce qu'on rend service au public qu'on est un service public. Donc il faut faire attention à toutes ces confusions. Et donc je vais essayer de m'arrêter là-dessus. C'est les confusions, c'est pas le fait qu'il s'est qualifié. Si ça avait été qualifié de bonne façon. Donc je crois que dans le cadre du privé, il faut que des règlements soient à l'œuvre. Et pour que nous puissions vivre ensemble, pour que la laïcité s'applique, il ne faut pas qu'elle soit galvaudée. Il ne faut pas qu'elle soit galvaudée, y compris par nos propres préjugés et représentations. Et donc, pour moi, la laïcité, c'est ce qu'on doit vivre ensemble. Ce n'est pas de favoriser quelqu'un ou de donner une place particulière. La laïcité en 1905, quand elle avait été mise en place, d'ailleurs, je vous le rappelle pour histoire, en 1907, elle devait s'étendre aux colonies. Si ça avait été le cas, on n'aurait peut-être pas le problème aujourd'hui avec l'islam. Donc, comme quoi l'histoire, parfois, nous rattrape quand on bégaye. Et donc, aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que certains aussi instrumentalisent ou ont une perception de la laïcité, parce que quand on nous attaque sur la haine raciale, etc., quand on voit aujourd'hui la crise des valeurs, à la crise économique, ça s'est ajouté la crise des valeurs. Certains veulent même parler de droit du sol. On ne sait plus où on va s'arrêter. Donc c'est la surenchère. Eh bien, quand il y a la crise des valeurs, tous ceux qui hier nous scandaient pour nous stigmatiser les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, d'ailleurs qu'on ne rencontre pas au coin de la rue parce qu'ils ont du mal à nous les définir puisqu'ils ne les mettent pas en œuvre. Eh bien, aujourd'hui, ils sont où? Et donc la laïcité, c'est un combat de tous les instants de la République. C'est pas à géométrie variable et c'est pas quand on en a besoin qu'on s'en sert. Merci à On trouverait les éléments dans le texte, hein, j'essaie d'aller vite. Merci à Cli. Je ne voudrais pas polémiquer, mais moi, ce que je dirais simplement suite à l'affaire Babylou, qu'il y a peut-être une histoire de qualification, et après je laisserai la parole à Monsieur Sexic. Mais je crois que même si c'est une association privée qui s'occupe de la petite enfance, elle ne s'occupe pas de boîtes de conserve, elle s'occupe d'esprit enfantin, de cerveau, et qu'on ne peut pas mettre les cerveaux entre les mains de n'importe qui. Je ne sais pas qui sont à Bilou, c'est une association privée. Mais c'est quand même... Voilà. Posez la question. Pardon. Monsieur Sexic, non, c'est pas Monsieur Sexic, en fait, c'est Monsieur Bouaké, mais qui n'a pas pu être là. Et donc, qui va être remplacé par son directeur de cabinet, Monsieur Sébastien Cadieux. Oui, bonjour à tous. Dans un premier temps, veuillez excuser Moubouakas qui a été retenu au dernier moment, donc il m'a demandé de, au pied levé, le remplacer, ce que je vais essayer de faire rapidement et le plus clairement possible. Remercier l'ACB pour son invitation et particulièrement Bébène pour toute la collaboration que la ville de Paris et l'association de culture berbère peuvent avoir au quotidien et le nombre d'initiatives à laquelle nous participons conjointement. Quand Amou Bouakaz a publié en 2011 un livre qui s'appelait Aveugle, Arabe et Hommes politiques, ça vous étonne, il a abordé cette question de la laïcité sous son angle aussi particulier, qui est la question de ses origines, la question de son handicap et la question de son rapport aujourd'hui à ce pays, à la citoyenneté française qui lui a donné tellement de possibilités d'évolution et qui en même temps révèle un certain nombre de difficultés, et notamment sur la question d'intégration, de valeurs républicaines et de laïcité. À titre d'exemple,
comme l'a dit tout de suite Akli, la laïcité, la loi de 1905 n'a pas été mise en place sur l'ensemble des territoires français dans l'histoire. Entre guillemets, quand on parle encore aujourd'hui de métropole et de France d'outre-mer, ou quand vous allez dans les îles et que vous expliquez que le retour est un retour en France et non pas un retour en métropole, il y a quand même déjà une certaine idée d'une France à deux vitesses qui est mise en place. La question de la laïcité, elle est à la ville de Paris un peu, comment dire, mise à l'épreuve au quotidien. Qu'est-ce que la laïcité pour une collectivité, pour une ville comme celle de Paris? Quel est le rapport que le message, l'idée de la ville de Paris, de la capitale de la France, a comme relation avec ses citoyens dans une ville qui est aujourd'hui une ville-monde de par la diversité énorme de la population qui la compose, et en même temps une village, parce que sur un territoire quand même assez tout petit, on a une concentration, je dirais, de toutes les spécificités mondiales. Nous avons quasiment toutes les nationalités présentes, nous avons beaucoup de religions qui peuvent exercer dans des conditions plus ou moins différentes en fonction des moyens qui sont ceux des communautés qui la composent et de leur présence historique en France. Et comment la puissance publique, la ville de Paris, se positionne par rapport à toute cette diversité, et comment, entre guillemets, on crée du lien avec des singularités qui peuvent être très marquée et très interpellante. Le discours de la ville de Paris, du maire de Paris en particulier, a toujours été assez clair, c'est-à-dire de montrer que la laïcité, c'est la manière de mieux connaître la singularité de chacun, tout en mettant notre diversité, nos différences au service d'un idéal commun et d'un cheminement pour que Paris soit le Paris de tous ses citoyens et non pas le représentant de telle ou telle fraction de la population qui la compose. Cette manière de regarder sa population, ses singularités, l'histoire aussi des différents apports qui ont fait la ville de Paris aujourd'hui, se traduit par un certain nombre d'initiatives qu'on fête aujourd'hui, la fin du Ramadan dans les salons de l'hôtel de ville, que l'on fête Yenayer dans le cadre des salons de l'hôtel de ville et dans plusieurs mairies d'arrondissement, que la ville de Paris participe à l'élaboration d'un institut des cultures d'islam, que la ville de Paris continue de subvenir au couvent des bénédictins, au musée du judaïsme, etc. Ce n'est pas pour, entre guillemets, donner son billet à chaque fraction de la population parisienne, mais de montrer que chaque composante de la population parisienne a un apport et fait vivre ce qu'est Paris, ce que devient Paris, car c'est une idée qui est toujours en mouvement. La laïcité, à la manière parisienne, je dirais, c'est un peu ça, c'est-à-dire être ferme sur les principes. L'espace public, la puissance publique doit être neutre par rapport à l'origine, le parcours, la diversité que chaque individu peut exprimer. En même temps, cette reconnaissance de la liberté et des singularités doit se faire dans le respect d'un cadre commun. C'est-à-dire que les services publics doivent être neutres vis-à-vis de la population, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que quand nous avons, par exemple, parce qu'il y a l'exemple de Baby-Nous, mais les collectivités en service public et d'action auprès des enfants ont aussi été confrontées à ce genre de situation où du jour au lendemain, une fonctionnaire arrive au travail en exhibant des signes religieux. Comment la ville de Paris se positionne? Rappelons d'abord que si nous sommes très attachés aux valeurs républicaines, à la laïcité, quand on se retrouve confronté à des questions comme celle-ci dans la gestion du personnel, avant d'arriver à des solutions radicales, il y a de la médiation qui est faite. C'est-à-dire que faire vivre la laïcité, c'est aussi expliquer en quoi le service public, et le service public parisien en particulier, doit assurer une neutralité vis-à-vis de ses publics et ne pas donner de signes qui puissent heurter quel que soit le Parisien qui s'y présente. Du coup, voilà, quand la médiation ne veut pas aller au bout parce que la personne met en avant son appartenance religieuse, culturelle, etc., avant son devoir qui est de représenter le service public, l'intérêt général et le service pour les Parisiens, quel qu'il soit, eh bien, on en arrive à prendre des actes de fermeté, et il y a des fonctionnaires qui se font révoquer quand ils ne respectent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc, pour aller très vite et pas vous embêter trop longtemps sur cette question, je pense qu'il faut aborder la question de la laïcité et des valeurs républicaines comme une idée toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des problématiques nouvelles, une diffusion
des connaissances qui peut être un atout formidable pour faire vivre justement la culture de l'intelligence, la culture scientifique, et éviter que des discours réducteurs, fondamentalistes quelque part, puissent être mis dans la tête de nos chers enfants. En même temps, la diffusion de tous ces moyens de communication appelle aussi à une vigilance de l'ensemble de la société. Et je crois que le rôle des collectivités doit s'appuyer sur le rôle des associations, comme le travail qui est fait à l'ACB. C'est-à-dire que nous devons tous participer à un travail qui, je dirais, de veille constante, d'éducation de nos enfants, et en gardant en tête que ce que nous voulons mettre en avant, c'est notre possibilité et notre histoire aussi, qui est que nous vivons ensemble depuis des générations, avec l'apport successif de populations venues de tous les coins de la planète, avec une présence religieuse qui n'est pas nouvelle, qui va encore évoluer. Les débats sur la laïcité, moi qui viens de Bretagne, je peux vous dire que mes grands-parents, sur l'apprentissage des valeurs de la République, ça a été un peu tendu. Mais aujourd'hui, voilà, ces questions-là sont dépassées, de nouvelles générations arrivent, et à partir du moment où on fait comprendre qu'on peut avoir ces spécificités dans son espace privé, mais qu'une fois qu'on est dans l'espace public, on fait un certain nombre de compromis parce qu'on fait partie d'un tout avant d'être un individu, c'est un enjeu pour demain. Et je finirai là-dessus parce que Amou aime bien pointer les difficultés qu'on peut avoir au quotidien. C'est-à-dire que sur l'intégration des personnes en fonction de leur singularité, c'est vrai qu'il y a des questions culturelles, religieuses qui prennent en compte, mais il y a aussi des personnes porteuses de handicap aujourd'hui qui ne peuvent toujours pas accéder à des services publics, à des bâtiments publics, du fait de leur handicap ou de leur situation physique, et qu'à un moment donné, se battre pour la République, la laïcité, c'est se battre continuellement pour que l'égalité des droits soit de plus en plus effective et que personne ne puisse être cantonné dans une sous-catégorie de citoyen de par son origine réelle ou supposée ou sa condition physique. Voilà. Merci. Merci. Nous allons terminer par Alain Sexic. Alain Sexic, qui est aussi inspecteur, qui est anciennement instituteur, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui est aussi membre du comité Laïcité République. Je vais vous donner la parole et comme pour les précédents intervenants, ma question est justement toujours sur cette question d'une société à deux vitesses. Et quels sont les engagements pour éviter qu'une société qui se crée, quand on nous parle de cohésion sociale, quand on nous parle de justice sociale, eh bien que, à défaut de toujours se donner bonne conscience, on aille dans l'engagement pour pouvoir faire qu'une société puisse être dans la justice sociale. Merci. Mais écoutez, à mon tour, je voudrais dire combien je suis heureux d'être ici à l'invitation de mes amis de longue date de l'Association de culture berbère. Je suis heureux de retrouver des visages amis dans la salle, ceux aussi du sénateur David Assouline et de la ministre Georges-Paul Langevin, avec lesquels nous entretenons de longue date un compagnonnage peu plus distants depuis quelques années, vu leurs fonctions et les miennes par ailleurs, mais bien réelles. Moi, il y a une question qui me hante depuis 1989, c'est-à-dire depuis la première affaire de voile en collège qui a relancé la querelle de la laïcité en France. On peut dire qu'on a assisté à une nouvelle querelle de la laïcité. La première avait été conclu assez largement en 1905, même s'il y a eu quelques soubresauts par la suite. Souvenons-nous, en 1905, le pape a rompu les relations diplomatiques avec la France laïque. Il a fallu attendre une dizaine d'années pour que les relations diplomatiques soient renouées et que l'Église catholique accepte pleinement le caractère laïque de la République. Mais enfin, les querelles étaient largement derrière nous lorsque la première affaire de voile a éclaté en 89. Et la question qui me hante depuis cette époque-là, parce qu'elle n'est toujours pas résolue, c'est de savoir pourquoi il nous faut attendre d'être confrontés à des situations conflictuelles, fortes, fortement médiatisées, qui embrasent l'opinion pour se décider à faire quelque chose.
Qu'est-ce qui fait que nous sommes saisis d'une manière d'incapacité collective à anticiper les questions qui peuvent se poser? En 89, je faisais partie des personnes très minoritaires à l'époque qui disaient qu'il faut être ferme devant l'apparition de ce que nous nommions à l'époque les premiers foulards. J'avais eu dans un article de la revue Hommes et Migrations cette formule, si on peut dire, qu'on pouvait attendre des partisans de la force tranquille de 1981 qu'ils se montrent tranquillement fermes devant l'apparition de ces signes d'affirmation religieuse dans les établissements scolaires. Il nous a fallu attendre 15 ans pour résoudre la question. 15 ans durant lesquels, il faut s'en souvenir, les personnels de l'éducation nationale et notamment les chefs d'établissement étaient livrés à eux-mêmes. 15 ans pendant lesquels on a connu une application à géométrie variable du principe de laïcité. Tel principal de collège dans son établissement décidait que les signes d'appartenance religieuse n'avaient pas droit de citer dans l'établissement, quand son collègue, dans un établissement voisin quelquefois de 800 mètres, avait la position absolument inverse. Dans les deux cas, les positions provoquaient du conflit, parce qu'il y avait toujours, parmi les enseignants, parmi les parents d'élèves, parmi les élèves eux-mêmes, parmi le personnel politique des villes concernées, des personnes pour affirmer une position hostile à celle qu'affichait le chef d'établissement dans l'endroit en question. Et les chefs d'établissement étaient personnels de la fonction publique d'État, l'un comme l'autre, quelle que soit la position. Ils étaient censés non seulement faire respecter mais incarner le principe de laïcité. Je rejoins ce que disait David Assouline tout à l'heure. Il s'agit bien d'un principe et d'un principe constitutionnel au demeurant. Et donc, dans les deux cas, ces personnes incarnaient le principe de laïcité, mais de manière absolument divergente. Il a fallu attendre les travaux de la commission Stasi, et notamment, il a fallu qu'au sein de la commission Stasi, on entende un certain nombre de personnels, de professionnels, notamment de l'éducation, mais pas uniquement, aussi de la fonction publique hospitalière, les différents courants de pensée, etc., pour que, à la suite de la préconisation à l'immense majorité, puisque c'est 19 membres sur 20 qui ont voté pour une proposition de loi, avec une abstention, on le sait, et pour que la loi du 15 mars 2004, sur l'interdiction des signes d'appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées, soit votée à une très large majorité des deux chambres. Il a fallu 15 ans. On a levé, au moins, grâce à cette loi, la confusion sur ce point précis. Mais des confusions demeurent, en effet. Ça, je rejoins Akli pour dire qu'il y a encore des confusions, mais je ne tirerai pas les mêmes conclusions que lui, et je n'ai pas exactement la même position concernant Babilou, j'y reviendrai tout à l'heure. Des confusions toujours à l'œuvre aujourd'hui, et sans doute, ça a été dit à plusieurs reprises depuis l'ouverture de cette séance, sans doute aggravées par la manière de hold-up réalisée par l'extrême droite sur la laïcité, qui semble avoir tétanisé plus d'un responsable politique. C'est un élu qui participait au débat sur la refondation de l'école, qui a dit à Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qu'il était assez inquiet de voir que lorsqu'on évoquait la laïcité dans un certain nombre de réunions concernant la refondation de l'école, eh bien c'était perçu quasiment comme un gros mot. Et ça provoquait du malaise. Évoquer la laïcité aujourd'hui dans un certain nombre de cercles, ça provoque du malaise parce qu'on se demande sur quoi ça peut déboucher. On craint à ce point la stigmatisation qu'on ne sait plus toujours, je ne dis pas que c'est systématique, mais qu'on ne sait plus toujours revendiquer haut et fort comme on le devrait, notamment à gauche, la laïcité. Donc des confusions, il en existe encore, et puisque Soad, notre présidente de séance, m'a demandé d'évoquer des questions concrètes, je voudrais en évoquer quelques-unes. D'abord dire, avant de les évoquer concrètement, qu'on a retenu cette proposition de la commission Stasi, qui a débouché sur une loi, mais il y en avait d'autres, des propositions. Et entre autres, il y avait celle de créer un observatoire de la laïcité. C'est l'organisme dans lequel je travaillais, je travaille encore jusqu'à sa probable et prochaine dissolution, le Haut Conseil à l'intégration,
qui a rédigé en 2007 le décret de constitution de l'Observatoire de la laïcité. Ce décret avait été signé par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, et signé par une dizaine de ministres à sa suite, dont le premier d'entre eux, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Il signe le décret de création de l'Observatoire de la laïcité. Je pense même que c'est le dernier décret qu'il a signé en avril 2007, avant d'entrer en campagne pour les présidentielles, en sa qualité de ministre, donc. Et une fois devenu président, il a oublié qu'il avait signé le décret de création de l'Observatoire de la laïcité. Il n'a pas voulu l'installer. Il a employé un argument qui pouvait porter, parce qu'il disait « je ne veux pas créer une énième commission administrative indépendante, je veux au contraire en réduire le nombre ». Et vous savez qu'il a rassemblé en une seule entité la HALD, l'ex-HALD, le défenseur des enfants, le médiateur de la République et la commission pour la déontologie de la police, donc dans le défenseur des droits. Et il a fini par confier une mission sur la laïcité au Haut Conseil à l'intégration, dont j'ai eu la charge pendant 2 ans. Et donc, une des propositions, je le disais, de la commission Stasi, c'était d'installer cet observatoire. Il ne l'a été que récemment par le président de la République, François Hollande, le 8 avril 2013, avec à sa tête Jean-Louis Bianco. C'est une bonne chose. Pour ma part, j'ai toujours milité pour l'installation effective, la création de cet observatoire de la laïcité, parce que justement, j'estime qu'il faut être capable de regarder les problèmes en face, être capable de les nommer, pour justement parvenir à les résoudre, les situations conflictuelles. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, la capacité d'anticiper sur les situations, ça me paraît très important. Ça pourrait être le lieu, l'observatoire, mais personnellement, j'ai quelques réserves aujourd'hui quand j'entends que les premières déclarations du président de l'observatoire consistent à dire qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France. Il me semble, et la tenue même de ce colloque pourrait le prouver, qu'il y a des problèmes et qu'il faut être capable de les regarder en France si on veut les résoudre, a fortiori si on veut combattre ceux qui ont décidé de camper sur ce terrain alors que toute leur histoire dément cela, toute leur histoire. Et les problèmes concrets auxquels nous avons à faire face encore aujourd'hui est générateur de nombreuses confusions. L'un d'entre eux, de ces problèmes, a été évoqué déjà en filigrane, celui des cantines scolaires, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des demandes de voir scolaires ou d'autres, même pour la petite enfance, par exemple. Il y a des demandes de voir servi de la viande abattue rituellement, de la viande halal, de manière plus minoritaire, parce qu'il y a un certain nombre d'écoles privées juives qui existent, donc de manière plus minoritaire de la viande cachère. Il y a aussi des écoles privées musulmanes, et heureusement, qui existent dans notre pays. Il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas d'écoles privées musulmanes comme pour les autres confessions en France. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Alors comment réagir ? On a même vu des chefs d'établissement, des intendants de collèges ou lycées décider que ce serait beaucoup plus simple que tout le monde se mette à manger de la viande halal. Vous avez peut-être entendu parler de ce type de situation, que tout le monde se mette à manger de la viande halal. Alors, outre que c'est un vrai problème, parce que lorsqu'on achète de la viande abattue rituellement, que ce soit dans une boucherie cachère ou dans une boucherie halal, on paye un écho à la religion en question, par définition. Donc, au nom de quoi les impôts des citoyens français devraient servir à acheter de la viande halal ou de la viande cachère. Mais cette question, vous savez, elle se pose depuis assez longtemps. Moi, j'étais instituteur dans le quartier de Belleville dans les années 70. Déjà, nous avions des élèves qui levaient le doigt lorsqu'on surveillait la cantine en disant « Madame, monsieur, est-ce que ce que je mange, c'est du porc ou pas ?» Alors, il y avait 3 types de réponses, je vais vous dire rapidement. Il y avait ceux qui disaient « Non, 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 c'est pas du porc, tu peux manger. » Ils ne regardaient même pas ce qu'il y avait dans l'assiette, même si c'était du porc. Ils disaient « Non, non, tu peux manger, tu peux manger. » Ça, c'était j'étais à minima la moitié des réponses. Il y avait une réponse plus emberlificotée, plus embarrassée, typique de ceux qui ont mauvaise conscience. C'est du porc, mais tu peux manger, je prends le péché sur moi. Ça, c'est des réponses entendues dans des écoles. Et puis il y avait ceux très minoritaires comme moi qui disaient à l'enfant, à l'élève, écoutez, oui, c'est du porc, si c'en était,
et puis tu décides, tu fais ce que tu veux, tu en manges ou tu n'en manges pas, ça te regarde. Simplement, moi, je veux que tu manges, que tu aies un repas équilibré. Si tu ne manges pas de viande, là, une côtelette de porc ou du jambon, ben, tu mangeras autre chose un peu plus, tu mangeras un peu plus d'entrée, tu mangeras un peu plus de légumes, tu mangeras ton fromage, tu mangeras ton dessert, etc. Voilà. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Simplement, on le réglait sans difficulté pendant tout un temps. Aujourd'hui, on est confronté à la montée de revendications sur cette question, qui donne mauvaise conscience à ceux qui ont à répondre en face, qui ne savent pas toujours comment répondre. On a les outils, on a la réflexion, mais quelquefois on a simplement la pétoche de répondre concrètement à ces questions. On a la pétoche, et en plus, il faut bien reconnaître que ça peut être délicat, mais pas du tout dans le sens où on le croit. C'est pas délicat de dire non, il n'y aura pas de viande halal, pour une raison très simple. Pour une raison très simple, on peut y répondre très facilement. C'est normal que dans une cantine scolaire, qu'une collectivité ait des égards vis-à-vis des obligations religieuses, qu'on ait des égards. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas tout le monde à manger du porc. Bien sûr, c'est normal. Et que, c'est le cas très largement dans les cantines scolaires de la ville de Paris aujourd'hui, eh bien, on offre un choix. Ah, il me reste 1 minute. On offre un choix quand on sert de la viande de porc. Donc, c'est très bien qu'on ait des égards, qu'on tienne compte, qu'on prenne en compte cette demande. Mais autre chose est de la prendre en charge. C'est tout à fait différent. La prendre en charge, c'est de la responsabilité des religieux, c'est de la responsabilité des familles chez elles. Ça n'est pas du tout de la responsabilité de l'école de la République et des collectivités publiques, des collectivités territoriales. Et la confusion dont je parlais, j'ai eu à la vivre très concrètement un jour au cours d'une inspection dans une école maternelle en Seine-Saint-Denis. J'arrive et je vois une petite affichette au mur. Porc, P-O-R-C, un petit tiret vertical sans porc. Alors du côté porc, il y avait marqué Nathalie, Jean-Pierre, Christophe. Du côté sans porc, il y avait Fatima, Hakim, Akli, etc. Voilà, ils étaient tous là. David, voilà. Du côté sans porc. Au cours de la discussion qui a suivi la matinée avec l'institutrice, il dit « Mais pourquoi vous avez cette liste au mur ?» Et elle me dit, faut que je fasse attention quand même, ils sont en moyenne section de maternelle, ils sont petits, les parents me demandent de veiller à ce qu'ils ne mangent pas de porc. Je lui dis, mais vous croyez que c'est du devoir d'une institutrice de l'école de la République de veiller à l'application d'un dogme religieux, là ? Alors elle réfléchit, elle me dit, oui, vous avez peut-être raison, oui, effectivement, vous savez, ils sont petits, etc. On n'a pas à tenir ce rôle quand on est enseignant de l'école de la République. C'est de la responsabilité des parents de veiller, de dire le menu est affiché à l'entrée de l'école. S'ils veulent que leur enfant ne mange pas ce jour-là de porc, en général on en sert 2 fois par mois dans les écoles de la ville de Pantin où je travaillais comme inspecteur. Les parents disent à l'enfant aujourd'hui tu ne mangeras pas de viande et puis terminé. Mais ça n'est pas aux instituteurs à veiller. Et là où ça devient délicat, c'est que quelquefois on enferme effectivement les enfants, on enferme les autres dans ce qu'on estime être leur... alors là, on anticipe dans le mauvais sens du terme, on enferme les enfants dans la reproduction obligée de ce qu'on estime, nous, être leur culture, de ce qu'on estime, nous, être leur religion. C'est comme ça qu'un jour, dans mon école, et puis je terminerai là-dessus, dans mon école un jour, je passais tous les jours à la cantine, j'étais directeur d'école dans le 20e. Je passe à la cantine, j'entends un petit brouhaha, et il y avait un enfant de cours préparatoire qui était là avec son plateau, et il voulait prendre une tranche de jambon. Et j'avais mis en place un petit système avec les plus grands qui parrainaient les plus petits. Alors le plus grand lui dit « Mais tu peux pas manger ça, toi, tu peux pas manger du porc, t'es juif !» Et alors les autres « Non, t'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de manger, t'es juif !» Et donc il y avait un petit un truc terrible, et la dame de la cantine, la cantinière comme on dit, arrive, dit que « Comment tu t'appelles, toi ?»« Ah, t'es juif ?»« Ah ben non, t'as pas le droit, tac !» Elle lui prend, c'est une côtelette de porc, elle lui prend, et hop, elle lui met une pizza. Voilà, terminé. Pizza 4 fromages, au moins on est tranquille. Le soir, j'avais les parents du petit dans mon bureau, les directeurs, qui sont venus me dire mais on n'a jamais rien demandé, nous. Notre enfant, il mange ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il est juif, et alors ça nous regarde. Et il est ici à l'école, il est un élève de l'école française comme tous les autres, il mange ce qu'il veut. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Les parents, c'était David Assouline et Brigitte Sora, qui étaient venus dans mon bureau. Voilà. Hein ? Allez, je termine juste en disant un petit mot parce qu'on a évoqué la charte de la laïcité. Je voudrais dire que j'ai eu le privilège de participer aux travaux d'élaboration de la charte de la laïcité
à l'école, avec notamment mon ami Abdenour Bidar, qui est le rédacteur de cet ouvrage « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école », préfacé par Vincent Payon, que je vous recommande, c'est à la documentation française. Et vous dire aussi que s'il y a une question qui doit collectivement nous préoccuper, c'est celle de la formation des personnels des différentes fonctions publiques, et notamment des cadres des différentes fonctions publiques, aux questions relatives à la laïcité, parce qu'il y a trop d'errements encore, il y a trop de sottises ici ou là qui sont racontées. Et effectivement, on oppose bien souvent la liberté de culte, la liberté, la liberté de conscience, dont la liberté de culte fait partie, bien sûr. La liberté de conscience, elle doit être absolue, elle est absolue dans notre pays. Mais elle n'est nullement menacée aujourd'hui, la liberté de culte. On ne cite jamais ces chiffres. On fait comme si on en était encore, par exemple, à l'époque de l'islam des caves. Il faut qu'on sorte de ça, et heureusement qu'on n'est plus à l'époque de l'islam des caves. Savez-vous quelle est la progression des lieux de culte musulmans en France? Nous sommes passés en 1985, il y avait à peu près 900 lieux de culte musulmans, salles de prière et mosquées en France. Et aujourd'hui, nous en sommes à pas loin de 2400 lieux de culte. Encore, le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur prend-il soin de distinguer des salles de prière des mosquées? Le Salon international du monde musulman, vous allez sur le site, vous voyez ça, répertorie environ 2400 mosquées. Il n'y a pas la distinction entre salles de prière et mosquées. Je pose simplement la question de savoir quel est le pays au monde et pour quelle religion a-t-on connu une telle progression de création de lieux de culte? Posons-nous la question. Peut-être éventuellement un peu en Grande-Bretagne, peut-être éventuellement en Allemagne, a-t-on connu une progression du même ordre. Mais elle est assez sensible, elle est assez spectaculaire pour que de temps en temps on la rappelle. La liberté de culte n'est pas menacée dans notre pays. En revanche, la liberté de conscience en construction des enfants peut l'être. Dans le cas de Babylou, c'est ça qui est en jeu. C'est la liberté de conscience des enfants en construction. Qu'est-ce que signifierait le fait que dans une crèche, qui effectivement n'a pas de délégation de service public, mais elle a une mission d'intérêt général, ça a été relevé dans l'arrêt de la Cour de cassation. Mission d'intérêt général. Il va falloir expliquer à tous nos concitoyens la distinction ultra subtile entre la mission d'intérêt général et on peut même dire la mission d'utilité publique d'une crèche comme Babylou. Je ne sais pas si beaucoup sont allés rendre visite à la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes, mais il faut y aller, il faut voir dans quelles conditions ils travaillent. C'est un petit havre de paix dans un ensemble qui n'est pas facile du tout. C'est le règlement intérieur, Alain. C'est le règlement qui doit le... Non, mais le règlement, aidons-les à dire peut-être faut changer le règlement intérieur, mais ne les renvoyons pas au fait qu'ils avaient mal rédigé leur règlement intérieur. La mairie de Chanteloup-les-Vignes aurait d'elle-même pu dire aussi je vous accorde une délégation de service public, on va se mettre autour d'une table et on va le faire. Ça aurait été autrement intelligent et perspicace que de les laisser livrer à eux-mêmes dans la situation où on est. Il y a un enjeu formidable, énorme autour de Babylou. Ce n'est pas pour rien qu'on est très nombreux à s'y intéresser. Oui, autour de la petite enfance et de la laïcité. Et de la laïcité. Souvenons-nous toujours de cette belle phrase de Jules Ferry qui parlait de la conscience des enfants, cette chose délicate et précieuse qu'il nous faut absolument conserver, qu'il nous faut absolument préserver. Ben, c'est vrai pour nos écoliers, c'est vrai aussi pour la petite enfance avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Normalement, on aurait dû débuter la deuxième table ronde. Et avant, nous avons une petite surprise pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le collectif 129H et en général, quand on intervient, on commence comme ça. Écoute en temps, le temps, presse chaque minute, chaque instant, le temps passe et perd du temps, du pitatif dans le dé, dal, dé, pas, perd du con, temps, platif, on dé, boule et dé, balle, dé, zi, dé, tord, du. On élabore le plan d'action, scan, sion, ascension, sans sanction, sans, dit, sans, ascend, dit, pour, sans, un, sans, dit, dans, un, sanctuaire. Notre mémoire, ça, Luther, so, leader, so, liter, silencieux, un peu suicidaire, on reste sur terre, défie même les senteurs, la France s'endort. Pourri comme un mégot dans un sandar. La France est-elle aveugle et sourde? Ses mains et ses jambes bougent, mais restent lourdes. Ne voit-elle pas, n'entend-elle pas son cœur gronder? Va-t-elle s'exprimer autant qu'en étant sondée?
L'isolement, les vrais gens le vivent, le crient, l'écrivent, parfois malgré les ponts jetés entre les rives. Pourtant, la laïcité et la question sociale doivent occuper une place toute spéciale. De vigilance, intelligence, intransigeance, nous aurons besoin. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Porte fermée, regard déplacé. Porte fermée, regard déplacé, avenir bouché. Le désespoir des êtres les pousse à vivre couchés. Même si certains luttent et se battent, parfois même se révoltent, la majorité se tait et encasse des décharges de 20 000 volts. Il ne s'agit pas de sortir son colt ou de se déplacer en cohorte, mais il y a des époques comme ça où il faut défoncer des portes. Tout en étant attentif à ne pas devenir ce qu'on dénonce. La victime peut devenir bourreau en quelques coups de semonce. Et le bourreau peut devenir sauveur si de ses actes il prend conscience. Ce n'est plus un hexagone, mais un triangle dramatique qu'est la France. Je mélange bien les mots, j'ai ma recette, ma balance. De mesure d'insouciance à un soupçon d'insolence. J'en choisis de nouveau au parfum d'élégance, un peu de nonchalance et juste un zeste d'outrance. J'ai fait le tour de table des candidats au trône de France, prétendant, postulant, réclamant la présidence. Soyez un peu patients avant de prendre vos vacances, car d'un point de vue comptable, on note quelques absences. Certains sujets sont là et d'autres sont passés sous silence. Mes mots s'attachent aux causes autant qu'ils causent des conséquences. Mes mots ne jugent rien, en rien vos compétences. Les vôtres parlent pour vous, pas seulement pour la France. Je le dis sans offense, oui, ça pue l'amalgame. Quand certains mots sont dans la caricature de l'islam, les miens s'attachent aux faits, les miens appellent au calme, les miens s'aspirent de l'air qui souffle sur le macadam. Oubliés des campagnes, exclus des quinquennats, mes mots prennent la parole, se battent pour le prolétariat, mes mots seront misère, destin à la Zola, mes mots ne comprennent pas les mots du pouvoir d'achat. Vos mots parlent rarement de l'extrême pauvreté, vos mots ne parlent jamais des sans-abri, des sans-papiers, vos mots ne sont que des lâches quand il s'agit des quartiers. Faut-il attendre encore un crash des banlieues reléguées? Vos mots sont bas du front. Vos mots sont bas de gamme, les nôtres se pèsent en tonnes lorsque les vôtres se pèsent en grammes. Vos mots coulent de vos bouches et vos mots nous font du charme, mais les miens sont sur la touche et s'achèvent souvent sur des drames. Le texte qui suit a été écrit il y a plus de 10 ans, il reste malheureusement encore d'actualité. Je suis né français, je suis né juif au sang gitan, je suis né blanc, petit-fils d'immigrés polonais, pourtant... De Belleville à Aubervilliers, j'ai grandi algérien, marocain, indien, chinois, africain, dehors. Le monde me tend la main et je la lui serre tous les matins depuis que je suis gamin. Je rencontre mon prochain et en lui je cherche l'humain. Du Mans, je m'applique à caser mes préjugés dans un coin. Parfois tout se complique, on devient aussi à l'aise qu'un pingouin. Que faire quand ton semblable juge ton frère? Ne soyons pas fiers, non, ne laissons pas faire. Je rejette les concepts de nation, de patrie et d'élite, libre expression des peuples de la terre, notre planète. Comment des hommes peuvent choisir l'air que d'autres respirent? Moi j'appelle la double peine et les charters un truc de barbare. Soyons bavards et pas avares, de commentaires au vitriol. Soyons sévères envers les crevards qui nous enterrent et en rigolent. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Inaccessible présent pour qui rêve du lendemain. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Inaccessible présent pour qui rêve du lendemain. Libre circulation des peuples de la Terre, notre planète. Gratuité des matières premières à la fin des trafics pas nets. Redistribution mondiale des rôles et des richesses. On sera plus fort quand on aura compris nos faiblesses. Je rêve comme d'autres d'un monde où l'on vive ensemble. D'un monde où le sang ne coulerait plus, mais cela semble tellement inaccessible que parfois je n'ose plus y croire. Mais je garde espoir, je garde foi, on n'est pas tous squares. On n'a pas tous peur du métissage, ni de l'apprentissage, de l'autre, du lien de ces tissages tels des apprentissages. On découvre sans choix, philosophe de nos vies, on avance sans dévier vers nos rêves de paix, ce défi. On se fie à ce qu'on voit, à ce qu'on sait ou croit, à savoir comme être vrai, bien sûr, à l'erreur, on a droit, jusqu'à un certain point, au-delà tout dogme est malsain. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Inaccessible présent pour qui rêve du lendemain. Long est le chemin de celui qui espère en l'humain. Inaccessible présent pour qui rêve du lendemain. Long est le chemin, long est le chemin, long est le chemin. Et pour finir sur une petite touche de légèreté, car nous ne sommes pas que des gens sérieux, pour moi la laïcité c'est une histoire d'amour, et les histoires politiques sont avant tout des histoires de cœur. Les élections sont finies, ils en ont parlé aux 20h. Inutile d'en rajouter, tout le monde connaît le vainqueur.
Il est temps de tourner la page, de prendre un peu de hauteur et de faire un passage par les histoires de cœur. Martine n'aime plus François. François n'aime plus Martine. Arnaud a hésité entre François et Martine. Les histoires politiques, c'est de l'amour et de la haine, mais le fond du problème, c'est que Nico et Carla s'aiment. Manuel choisit François, pendant qu'Harlem désire Martine. Martine aime Laurent, Benoît et plein d'autres intimes. Les histoires politiques, c'est de la joie et de la peine, mais le fond du problème, c'est que personne n'aime Ségolène. Jean-Michel est tout seul, sans François ni Martine. Forcément, ça l'affecte et on comprend sa triste mine. Les histoires politiques, c'est du mélo, de la comptine, mais le fond du problème, c'est qui aimera Marine. François n'aime plus Martine, qui aime beaucoup Dominique. Comme Dominique aime tout le monde, fatalement ça se complique. Les histoires politiques, c'est de la drague, de la tactique, mais le fond du problème, c'est toujours Dominique. Bertrand aime bien Martine, Martine aime bien Bertrand, mais Martine aimait François avant d'aimer Bertrand. Les histoires politiques, c'est compliqué, c'est embêtant, mais le fond du problème, c'est qui aimait pour 5 ans. Martine, Benoît, Laurent, Jean-Michel et François, Marine, Arnaud, Bertrand, Ségolène, Nicolas. Les histoires politiques, c'est compliqué, c'est embêtant. Oui, le fond du problème, c'est qui aimait pour 5 ans.